Bonjour, donc moi je vais vous parler des lésions du grand pectoral, lésions au sens large, tendineuses et musculaires. C'est une pathologie pas très connue mais pas exceptionnelle et auquel je me suis pas mal intéressé. Ça ne concerne pas uniquement le handball, hein, c'est handball, rugby et puis surtout musculation et ce type de sport. Donc là, il faut commencer par l'anatomie, comme toujours. Excusez-moi. Donc on a fait donc l'anatomie du grand pectoral est assez complexe. Il y a eu pas mal de boulot anatomique. Un document de référence de 2009 par Fung qui a bien travaillé dessus. Et nous, on a fait un petit travail de dissection pour notre personnel avec plusieurs chirurgiens pour travailler un peu ce muscle. Donc le grand pectoral, vous pouvez schématiquement le diviser en trois parties. Vous avez une partie comportant les faisceaux musculaires sterno-inférieurs et abdominaux qui se terminent par la lame postérieure. Donc c'est cette partie qui twist, hein, avec l'histoire du twist que tout le monde connaît et qui pose problème, que tout le monde a étudié, mais ce n'est pas le problème du grand pectoral à mon avis. Vous avez un tendon là qui est long, de 3 cm, et large. Du moins pas large, il est long en hauteur, mais il est très fin, il fait 3 mm d'épaisseur. La deuxième partie du grand pectoral, c'est les faisceaux sterno-sup, qui se termine par la lame antérieure, qui est à peu près la taille de la lame postérieure. Et la troisième partie du grand pectoral, c'est le faisceau claviculaire. Ce qui est très important, c'est de vérifier voir que le faisceau claviculaire, il se pose sur le tendon, il participe très peu ou pas du tout, à mon avis, à la confection du tendon. Et ça, c'est très important pour la suite de la classification. Donc là, vous voyez un tendon, lame postérieure, lame antérieure et faisceau claviculaire, qui est pour nous purement musculaire. Donc, alors l'épidémiologie, quel est le contexte des lésions? Donc, en gros, les ruptures tendineuses, il y a à peu près 500 cas publiés du grand pectoral. C'est pas beaucoup, à mon avis, il y en a beaucoup plus. Donc, c'est une pathologie pas si fréquente et de plus en plus développée. Lésions musculaires, là, c'est le grand inconnu. On parle parfois de la lésion musculaire, mais personne n'y connaît, à part les gens qui font de la musculation ou qui bossent dans les salles de gym. Donc, les circonstances, grosso modo, muscu et crossfit qui arrivent très fort en ce moment, c'est à peu près 50% des lésions. Et tous les autres sports de contact, notamment handball, rugby, foot US, à peu près 50% des cas. Donc le mécanisme lésionnel, c'est une contraction excentrique en abduction, rotation externe, pas que de la rotation externe, il peut y avoir un peu de rotation externe. Typiquement, c'est vraiment la descente du développé couché. Et après, ça peut être un armé contrarié ou des choses comme ça. Donc l'histoire clinique, il faut savoir que les lésions du pectoral, c'est des événements traumatiques majeurs, hein, ça passe rarement inaperçu. Il y a souvent un craquement, un petit bop, et les diagnostics différentiels, les patients ils viennent vous voir en disant « Tiens, je me suis subluxé l'épaule », c'est ce qu'on leur a dit souvent à l'hôpital. Ou parfois, ils parlent de rupture du diceps, parce qu'il y a un petit hématome, vous verrez après. Donc, les classifications, comment on les caractérise? Il y a plein de classifications qui sont compliquées. On va vous parler de gravité partielle complète, on va vous parler du type de lésion, tendineuse, avulsion, désinsertion, et on va vous parler d'anatomie. Au total, vous avez plein de classifications et on ne sait jamais de quoi on parle. Pour moi, il y a deux questions. Est-ce que c'est tendineux ou est-ce que c'est musculaire? Et après, est-ce que c'est médical ou c'est chirurgical? C'est les deux questions auxquelles il faut répondre. Donc, comment on répond, comment on examine les lésions du grand pectoral? L'examen clinique, c'est plus important, et c'est surtout l'inspection, la palpation. Les tests cliniques dynamiques, ça sert à mon avis pas à grand-chose. Donc, la position, excusez-moi. La position, c'est la seule à avoir, c'est celle-là, la position de la prière. Vous mettez les mains serrées, et vous leur demandez de comprimer, de contracter. Ça fait décoller un petit peu le grand pec. Donc là, la position, toujours celle-là, c'est la plus importante. Jamais examiner un grand pectoral, les bras contre le corps, ça ne sert à rien. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Déjà un aspect asymétrique. Là, vous voyez, là, c'est normal. Là, il y a un truc bizarre. Là. Donc vous dites, ah, il y a un truc. Donc là, c'est une lésion tendineuse. On reviendra après. Ensuite, il faut regarder la gouttière. Et là, il y a un hématome. Ça, c'est le truc le plus pathognomonique des lésions du grand pectoral. C'est l'hématome au niveau de la gouttière bicipitale. Il n'est pas forcément énorme. Il n'est pas forcément gigantesque au niveau du thorax. Ça arrive. Mais très, très, très souvent, il est juste limité comme ça. Ça vraiment, il faut faire attention. C'est suspect. Donc là aussi, c'est une lésion tendineuse. Même cas. Encore un cas d'hématome. Là, vous le voyez ici. Il est là. Pas énorme non plus. Et il n'y en a pas au niveau du thorax. Ils ont tendineuse aussi. Là, encore un hématome. Là, on le devine, c'est jaune. Hein. Donc là, c'est une fin d'hématome. Et encore une fois, il faut le voir. Et pour le voir, il faut le chercher. Donc là, c'est plus facile. Il y a un hématome qui est plus gros, qui peut arriver là. Vous avez des images sur Internet avec des énormes hématomes. C'est encore plus simple. Mais ça peut être... Donc ça, déjà, c'est plus facile. On a du mal à le rater. Et parfois, il y a des hématomes juste au niveau axillaire, sans hématome au niveau du biceps. Ça, ce type d'hématome, c'est différent. Pour moi, c'est des lésions musculaires. On reviendra après. Donc ensuite, dans l'examen clinique, l'inspection, donc il faut regarder le creux axillaire, la tronche du creux axillaire. Là, vous voyez, c'est comme ça. Et là, vous voyez, il y a une espèce d'arrondi, un creux axillaire qui descend par rapport à l'autre côté, et une paire et on a l'impression qu'il s'est affaissé. Donc je remets avant, vous voyez la différence.
c'est pas pareil. Donc là aussi, c'est une lésion tendineuse. Ensuite, il faut palper le creux axillaire. Quand je dis palper, c'est-à-dire c'est l'attraper. Là, vous palpez, vous attrapez, vous mettez les doigts, vous regardez. Là, il n'y a rien. En l'occurrence, il n'y a rien. Là, vous allez dire il y a un problème. Et pourtant, ce patient, il a fait 2 IRM et moi, quand je l'ai vu, il ne savait toujours pas ce qu'il avait. Donc là, c'est une lésion tendineuse aussi. Ensuite, vous continuez à palper. Là, il vous reste un petit truc. Là, c'est une petite corde là, bizarre. Là, vous le palpez, vous dites tiens, il y a un problème. Il y a une corde. Voilà, c'est pas normal non plus. Troisième cas de figure, vous palpez, et là, il reste un truc. Le truc, c'est le faisceau claviculaire. C'est la portion musculaire claviculaire. Si on la suit, elle arrive comme ça. Et donc là c'est un faisceau claviculaire. Il reste un faisceau claviculaire, c'est un peu vieilli, parce que c'est un patient qui n'a pas été opéré. Et là, par contre, des fois, vous pouvez vous retrouver avec une palpation, un amincissement de la paroi, et là, vous devinez, il reste un truc. Là, il reste un faisceau claviculaire. Ça, c'est un truc récent, et c'est une lésion récente. Donc ça, c'est tendineux aussi. Voilà. Ensuite, dernière chose, du moins, observez le grand pec. Alors, vous regardez le relief musculaire. Donc, le bord latéral du grand pec, normalement, il est orienté comme ça, en oblique. Là, vous voyez, il est droit. Il est droit, hop, là. Et donc, là, c'est pas normal. Normalement, il est comme ça. De l'autre côté, donc ça, c'est une lésion tendineuse. C'est le grand pec qui se rétracte. Et parfois, il y a une espèce de concavité latérale. Là, vous regardez, en fait, c'est le grand pec qui s'est... Là, il y a un problème. Donc, tous ces éléments... vraiment, il faut vraiment bien regarder. Il y a plein d'éléments où vous pouvez répondre à plein de questions, beaucoup mieux qu'une IRM, à mon avis. Ensuite, vous regardez. Parfois, vous regardez, vous voyez un trou. Là, il y a un trou, on ne peut pas le rater. Tiens, il y a un trou dans le muscle, c'est bizarre. On va dire rupture du tendon. Ça, c'est musculaire. C'est pas moi, je ne pense pas qu'il faille appeler ça une rupture. Là, même chose. Là, c'est ici, vous avez un trou. Musculaire aussi. Là, c'est un cas, je ne le connais pas. Hein, j'ai trouvé sur Internet. Il y a un trou dedans. Pour moi, c'est du musculaire. Je ne le connais pas, c'est pour ça que j'ai le petit arrobas, mais je suis convaincu que c'est musculaire. Là-dessus, encore plus beau, là, vous voyez, là, il y a un trou, et vous voyez très bien le faisceau sterno-inf, le faisceau sternosup et le faisceau claviculaire là-dessus. Donc lui, c'est une lésion musculaire. Voilà. Alors, on se retrouve dans plusieurs tableaux cliniques. Il y a 2 tableaux cliniques de rupture complète, à mon avis, du grand pectoral. Celui-là, c'est une rupture complète droite, avec une classification qu'on a publiée dans le JTS il y a peu de temps. Vous voyez comment on a schématisé ce truc-là. Vous avez les avulsions distales complètes. Là, vous avez une avulsion distale complète. Et la persistance de ce petit truc-là, c'est le fascia. Le fascia, c'est le cellophré qui enveloppe le muscle. Il faut comprendre que quand vous cassez le muscle, ou le tendon, il va rester un peu de cellophré en superficie qui va tenir au fascia brachial. Donc ça donne cet aspect de corde. Ce corde, c'est du cellophré qui reste. Le muscle, il est là. Donc, deuxième cas de rupture complète. La rupture complète qu'on appelle souvent myotendineuse dans les publications, à mon avis, c'est complètement discutable. C'est des ruptures complètes tendineuses, sauf que l'anatomie dont on a parlé tout à l'heure fait qu'il va vous rester un faisceau claviculaire qui va rester inséré sur un petit moignon de tendon, ou parfois, en fait, on ne sait pas trop s'il reste inséré en dessous sur le tendon ou en superficie sur le fascia. Mais en tout cas, il vous reste un faisceau claviculaire. Ça, c'est des ruptures complètes, à mon avis, potentiellement chirurgicales. Et souvent, dans les publications, ils vous parlent de rupture incomplète ou rupture partielle parce qu'il reste un faisceau claviculaire, et je pense que c'est une erreur. Donc ensuite, la question, lésions partielles, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça existe? Moi, je ne suis pas sûr. Il y a 2 papiers qui ont été écrits à mon avis, sur un papier qui est complètement discutable, celui-là. On a répondu en disant des conneries aussi. Mais ce papier, à mon avis, c'est faux. Donc c'est une mauvaise interprétation des choses. Donc, parce que le faisceau claviculaire, c'est le plus important, ce qu'on a vu au début. Et pour nous, il ne participe pas ou quasiment pas à la formation de la lame antérieure. Donc, en tout cas, pour nous, les lésions du grand pectoral, c'est des ruptures totales du tendon, avec ou sans persistance d'un faisceau claviculaire inséré sur le moignon tendineux. C'est la classification qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, le troisième tableau clinique, c'est les lésions musculaires. Vous voyez, ça donne un trou. Ça, c'est une lésion musculaire, c'est un des miens, c'est sûr, je l'ai vu. En fait, on a fait une classification avec 3 types de lésions possibles. En pratique, c'est plutôt ça commence par le début du faisceau inférieur, du faisceau postérieur, de la lame postérieure du tendon. Du moins, ça se désinsère au niveau de la lame postérieure et ça remonte sur la lame antérieure. C'est un peu complexe, mais grosso modo, c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble. Donc nous, on pourrait voilà. Donc pour nous, sur le plan clinique, lésions musculaires, c'est des hématomes. Ça donne des hématomes en aigu, puis après un trou dans le muscle, sans atteinte de la structure conjonctive. Et quand je parle de ça, je parle de ça. Vous voyez, ce patient, je ne le connais pas. Par contre, la structure conjonctive, pour moi, elle est bonne. Et donc son tendon, il est bon. Par contre, le muscle s'est décollé, un peu comme un jumeau interne qui se rétracte, qui se décolle. Là, vous avez la portion sternale. Et je pense que la portion sternale sup, je pense que le faisceau claviculaire, il est là aussi. Donc lui, il a une lésion musculaire étendue, faisceau claviculaire et portion sternale. Encore une fois, je ne le connais pas, mais je ne vois pas ce que ça peut être d'autre, parce que sa structure, elle est bonne, à mon avis. Donc ça, c'est musculaire. Pareil, c'est exactement le même cas.
Vous voyez, là, il a un trou dedans, pourtant, son tendon, il est là. Il n'y a pas l'aspect qu'on voit chez d'autres gars avec la corde ou la disparition. Il y a une structure conjonctive et le muscle qui s'est rétracté dessus, comme un mollet. Donc, en gros, l'imagerie, qu'est-ce qu'il faut faire? L'échographie, pour moi, c'est le meilleur examen, à condition de savoir ce qu'on fait. Vous balayez d'externe en interne, vous voyez plein de choses et vous voyez très précisément où commence la lésion, si c'est sur le tendon ou si c'est dans le muscle. L'IRM, c'est gold standard, mais pour moi, c'est difficile. Il faut vraiment viser l'endroit. Et je pense que l'échographie, c'est un très bon examen. Donc, en gros, sur le plan clinique, qu'est-ce qu'on fait? Donc, rupture complète. Alors, les deux cas de rupture complète, pour moi, c'est la même chose. Soit c'est myotendineuse, soit c'est une avulsion. Du moins, en gros, soit persistant du faisceau claviculaire, soit pas persistance. Il n'y a pas de cicatrisation possible. Le tendon, il se rétracte à 3-4 cm, il ne va jamais cicatriser. Donc, soit vous l'opérez, soit vous faites un traitement purement fonctionnel, son grand pec ne sera pas fonctionnel. Donc, chez un sportif jeune avec une demande importante, je pense que le traitement est chirurgical. Après, chez les vieux ou chez les peu sportifs, vous n'êtes pas obligé de l'opérer, on est d'accord. Les lésions musculaires, alors souvent, en IRM, on va vous parler de lésions grade 1 et 2 en fonction du volume musculaire atteint. Pour moi, voilà, souvent, c'est il faut vraiment, c'est des lésions musculaires. Pour moi, c'est pas chirurgical, il n'y a rien à faire, hein, c'est comme un jumeau interne, vous n'allez pas réinsérer le jumeau sur le fond du tendon d'Achille, donc même si c'est moche et qu'il y a un trou, on ne peut rien faire. Et les lésions partielles, moi, je ne suis pas sûr que ça existe. Donc je pense qu'il y a deux confusions, parfois avec les ruptures complètes myotendineuses et la persistance d'un faisceau claviculaire, c'est-à-dire il reste un faisceau claviculaire, le radiologue dit c'est partiel, et parfois avec des grosses lésions musculaires associées à un gros hématome où on parle de rupture. Voilà. Donc en tout cas, ce que je veux, voilà, la persistance d'un faisceau claviculaire en place ne signifie pas une lésion partielle. Et donc voilà le message, voilà, il faut y penser hein, quand vous avez un mécanisme d'abduction, d'armée, de douleur brutale, mais il n'y a pas que des luxations. Les lésions tendineuses sont le plus souvent complètes à mon avis et potentiellement chirurgicales. Les lésions musculaires, c'est pas chirurgical, c'est médical. Et les lésions tendineuses partielles existent-elles? J'en suis pas convaincu. Voilà.